Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top 10 des cartes du règne de Jafar. Alors évidemment il s'agit d'un top 10 subjectif, ça n'engage que moi évidemment, mais c'est une période que j'adore, la période qui suit le reveal. On a forcément lu les cartes, vu les cartes et on a une furieuse envie de deck build. Il y a certaines cartes qui nous tapent à l'œil, d'autres cartes qui éveillent en nous des envies de jouer des archétypes qui n'existent pas. Bref, c'est le moment le plus délicieux dans un TCG. Avant de passer à ce top 10, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous retrouverez le lien vers leur site internet dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram et vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces deux plateformes et sans plus tarder, on passe tout de suite au top 10 avec en 10e position la Nouvelle-Orléans, une chanson Saphir pour 6 non ancrable. Regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors pour ce top 10, il va être un peu particulier par rapport à d'autres top 10 que j'ai pu faire, puisqu'on va analyser les cartes sous 2 prismes. Le prisme de la méta du 7-8 qui va nous intéresser très prochainement et évidemment le prisme de la méta du 7-9 post-rotation qui va évidemment nous intéresser pour se projeter un peu plus loin que juste le prochain set. Bref, sous le prisme de la méta du 7-8, évidemment cette carte semble venir s'insérer naturellement, en tout cas avoir envie d'être testée naturellement dans le rouge-bleu. Contrôle, donc plutôt la version avec Maui Requin, puisque vous allez pouvoir regarder les 3 premières cartes de votre pioche et jouer un personnage. Donc pourquoi pas jouer un Maui Shark, pourquoi pas jouer un Tamatoa légendaire gratuitement. Les objets, il n'y a pas trop d'objets qui me viennent en tête tout de suite. Les lieux, évidemment, si vous trouvez le manoir de Picsou, c'est très bien, puisque on a forcément envie de jouer une carte qui coûte 6, mais si on arrive à jouer une carte qui coûte 4 ou plus, ce sera déjà très bien. Ça marche heureusement pas avec Vide Pirate, c'est surtout ça que je voulais souligner. Vous ne pouvez pas chanter Vide Pirate gratuitement avec ça, donc ça va limiter le nombre de cartes que vous allez, de cartes actions que vous allez devoir embarquer dans les decks qui la composent. Donc évidemment dans le bleu-rouge, attention, ça peut être un peu limite avec les visions de l'avenir, les développe ton cerveau, les Vide Pirates, ça pourrait un petit peu venir enrayer la mécanique de cette carte, mais forcément si vous arrivez à chanter cette chanson, vous allez tricher de 6 sur le mana. Si en plus vous arrivez à jouer un Maui Requin ou une carte à 6 derrière, vous allez tricher de 6 de plus. C'est une carte qui vous propose quand même de tricher de 12 de mana maximum, c'est tout simplement énorme. Dans le rouge-bleu, je suis sûr que ça va être testé. Alors est-ce que ça va être embarqué en 4 exemplaires? Je suis pas sûr, peut-être plutôt 2 ou voire un seul exemplaire si jamais on est vraiment dans la panade. Sous le prisme post-rotation, on peut se dire que cette carte pourrait être très très intéressante dans un archétype qui arriverait à filtrer un petit peu le dessus de son deck, à choisir ce qu'il voudrait placer sur le dessus pour voir jouer gratuitement. En fait ça ressemble un peu à un Mufasa mais en version chanson et qui marche avec les lieux et les objets en plus des personnages, mais qui a quand même une petite restriction en termes de coût. Donc voilà, si vous arrivez à filtrer votre deck, donc forcément je pense à des decks plutôt bleu-violet basés sur les Merlins, la chaumière de Merlin, enfin tous ces objets qui vont permettre toutes ces cartes qui vont permettre d'aller trier un petit peu le dessus de son deck pour placer pourquoi pas la meilleure carte sur le dessus. Ça pourrait évidemment être très intéressant, donc pour moi c'est une chanson à surveiller qui mérite sa place dans le top 10 évidemment. En 9e position, j'ai mis Namari, rival obstiné, une légendaire 0,5 Killer 2 pour 5 ancrables. Des stats qui comme ça sont très moyennes, mais heureusement elle a beaucoup de capacités. La première, avantage stratégique, lorsque vous jouez ce personnage et au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Tout simplement, ça va vous permettre de faire du quality advantage à un moment où vous allez pouvoir avoir envie de le faire. Ça permet d'aller chercher des réponses un petit peu comme ce que fait le bleu-rouge avec ses visions de l'avenir et ses développe ton cerveau. Namari, elle va vous permettre
naturellement sans payer plus cher, puisque vous allez juste payer pour jouer ce personnage. Vous allez pouvoir aller creuser de 1 et la piocher et se dire est-ce que c'est mieux que ma main, oui ou non. Vous allez ensuite défausser une carte de votre main, ça peut être la carte piochée. Donc évidemment, une fois que vous aurez joué Namari, votre main sera meilleure que ce qu'elle était avant, donc c'est toujours intéressant. À un moment de la partie où vous allez potentiellement vouloir trouver vos solutions pour rentrer dans le fin du mid-game, le début de la phase contrôle, donc très intéressante. Et sa deuxième capacité, ce personnage a 1 d'attaque pour chaque carte dans votre défausse. Alors évidemment, dans l'Orcana, la force d'attaque des personnages, c'est pas forcément quelque chose qui est aussi impactant que dans d'autres TCG, puisque vous n'allez pas agresser votre adversaire via ces points de force là, mais plutôt via votre capacité à partir en lore. Mais quand même, ça peut évidemment prendre des lieux en une fois, puisque vous allez facilement arriver à 8, 7, 8, 9 de force avec cette Namari. Ça va la protéger de pas mal de cartes, notamment les Sisu qui peuvent bannir des personnages un peu trop faibles. Bref, je la vois aussi énormément être jouable et pourquoi pas pousser un archétype qui n'existe pas encore et qui tend à exister mais qui a du mal à vraiment s'imposer. C'est l'archétype rouge-gris, orienté dégâts aussi, mais surtout orienté lore passif, puisque on a quand même des cartes intéressantes, notamment le Flynn et le Maximus. Le Flynn donc qui a été joué pas mal dans le rouge-violet avec Flynn Sisu Château à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Mais évidemment la Namari avec un Flynn, ça va faire proc potentiellement le Flynn à chaque tour, et surtout avec le Maximus, une carte qu'on n'a pas trop vue encore dans l'Orcana mais qui pourrait être très intéressante. Vous allez pouvoir potentiellement faire proc votre Maximus le tour où vous posez votre Namari, et là ça peut devenir évidemment très intéressant, donc plutôt dans un archétype qui n'existe pas encore. J'ai du mal à voir dans un archétype actuel. Si on pourrait évidemment l'avoir joué dans tout ce qui est à base de gris, un style song, ça pourrait vous permettre évidemment de trouver une chanson. Elle peut chanter ce rêve bleu, elle peut s'insérer dans pas mal de choses. Elle est méchante et princesse, donc elle s'insère un peu moins dans l'archétype qui semble se déguiser, se dessiner, l'archétype bleu-violet héros. Mais pareil, pourquoi pas, avec de la résistance, ça peut devenir quand même assez pénible à aller tuer. Malheureusement, elle a 5 de force, donc tant qu'on est dans la méta actuelle, post-rotation, enfin avant rotation, pré-rotation plutôt, elle se prend Zeus. C'est un petit problème, mais globalement, je pense que c'est une bonne carte qui est très intéressante et qui peut pousser un archétype qui n'existe pas, notamment le rouge-gris, mais un rouge-gris qui ne serait pas orienté forcément que duel, mais qui pourrait être orienté aussi lore passif. Et là, ça devient intéressant, parce que le rouge-gris actuel a besoin que vous engagiez des personnages pour pouvoir faire ces choses-là. La Namari, elle propose de lorer d'une manière alternative qui va forcément pousser l'adversaire à venir défier vos personnages pour essayer de vous empêcher d'atteindre les 20 de l'or. L'autre carte qui pourrait monter en cote en même temps que la Namari arrive sur le jeu, c'est évidemment le Balou du 7-7, la légendaire qui a été beaucoup moquée à son reveal, puisque pour rappel, c'est une légendaire qui, lorsque vous avez un personnage qui a 7 d'attaque ou plus, ce personnage ne prend pas de dégâts. Moi je pense qu'avec la Namari ça peut devenir intéressant, puisque vous allez poser une Namari qui ne prendra pas de dégâts lorsqu'elle est en jeu et qu'elle a 7 de force ou plus, ce qui est assez facile je pense à obtenir. Donc bref, une carte qui peut potentiellement pousser des nouveaux archétypes, moi je dis évidemment oui. Donc voilà, en top 9 c'est Namari. Top 8, Maui Filou Entêté, une carte en émeraude acier vert gris, 4-4 pour 6, ancrable, killer 3, des stats correctes, une capacité à lorer assez rapide qui va donner évidemment envie à vos adversaires de le gérer, et ça tombe bien parce qu'il a une capacité, je n'en ai pas encore fini. Lorsque ce personnage est banni, choisissez entre placer 2 dommages sur chaque personnage adverse, bannissez tous les objets adverses ou bannissez tous les lieux adverses. C'est tout simplement parfait. Elle est parfaitement designée, enfin en tout cas elle a un design très intéressant, puisque l'adversaire va devoir la gérer, et lorsqu'il va la gérer, ça va vous proposer un choix. Donc beaucoup de polyvalence, vous voyez qu'elle est capable d'attaquer les 3 choses que l'on peut retrouver sur un board, à savoir les personnages, les objets ou les lieux, et en plus elle sera sûrement bannie à un moment où le jeu adverse se sera mis en place et où il aura du coup choisi un petit peu sa stratégie, une stratégie plutôt orientée objet, lieu ou personnage. Donc en fait elle va forcément taper juste.
cette carte-là, donc je pense qu'elle est très intéressante. Elle l'or pour 3, donc l'adversaire, je l'ai déjà dit, mais l'adversaire va être obligé d'y répondre assez rapidement. Peut-être que son problème c'est son coût, puisqu'elle elle pourrait interférer avec d'autres grosses cartes qui arriveraient à ce moment-là. En vert gris, on sait que c'est pas ce qui manque, les grosses bêtes. Mais là, c'est quand même un très bon loreur qui va avoir un effet intéressant. Contre les decks aggro, ça peut vraiment faire le ménage. Contre les decks qui sont pénibles à poser des lieux, ça peut évidemment être très intéressant, puisqu'en plus, son effet ne proc pas uniquement pendant le tour adverse, mais aussi pendant votre tour. Donc vous pouvez, vous, choisir d'aller l'empaler dans quelque chose pour faire proc un de ses effets, si jamais quelque chose vous embête. On passe au top 7. Avec la Lilo, la deuxième légendaire du top. Lilo faisant du raffut en rubis. 4-4 pour 5 ancrables qui leur 2. Des stats correctes. On a vu que le Maui juste avant, il était 4-4, qu'il aurait 3 pour 6 ancrables. Donc elle, forcément, elle est à peu près les mêmes stats. 1 lore de moins pour 1 de moins. C'est totalement correct. Et surtout, elle a 2 capacités qui sont très intéressantes. Durant votre tour, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement si vous avez joué 3 actions ou plus lors de ce tour. Et sa deuxième capacité, c'est lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Sa première capacité, c'est toujours pareil, hein, mais on l'a vu, jouer un personnage gratuitement, c'est très fort. On l'a vu avec le Balthazar Picsou du 7-7, avec la Belle du 7-7, qui ont certes des façons d'être joués plus faciles, puisque vous allez pouvoir poser des objets un peu comme vous voulez au fil de la partie pour ensuite les bannir, les engager ou les bannir pour jouer gratuitement un personnage. Elle va vous demander de jouer 3 actions ou plus, mais il y a beaucoup de decks qui sont pas avares en action et pour lesquels ce sera pas forcément très dur de le faire. Je pense notamment, si on regarde la méta actuelle, le rouge-bleu encore qui pourrait profiter de cette Lilo, puisque pour lui jouer 3 actions c'est pas très dur, d'autant plus que c'est des actions qui lui permettent de creuser son deck, donc potentiellement d'aller chercher cette Lilo. Je pense évidemment aux visions du futur, développe ton cerveau, et il y en a une autre, et la mer azurite qui sont facilement jouables en rouge-bleu et qui permettraient de jouer Lilo gratuitement assez tôt dans la partie. Donc pour moi c'est assez intéressant. En plus, l'autre capacité, évidemment, vous pouvez, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez redresser un personnage. Donc ça, même si vous ne l'avez pas joué gratuitement, vous allez quand même pouvoir redresser et donc protéger un de vos autres personnages. On pense, l'autre deck que je pense aussi évidemment à ce moment-là, c'est le vert rouge action avec le Robin des Bois légendaire. Un deck qui a tenté d'exister un petit peu au 7-6, un petit peu au 7-5, mais qui a un peu de mal. Cette carte-là pourrait clairement augmenter son potentiel de viabilité, puisque vous allez pouvoir partir à l'aventure avec votre Robin des Bois, jouer une action gratuitement, jouer d'autres actions gratuitement dans votre main, et poser une Lilo pour redresser votre Robin et le protéger. Parce que le gros problème du Robin, hormis le fait qu'il se prend absolument tous les contrôles en rouge et des Zeus et pas mal de choses qui peuvent le contrôler de manière assez violente, c'est qu'une fois qu'il était engagé, il était assez fragile, il était 1-4, c'était assez facile pour l'adversaire de venir l'enlever. Là, avec la Lilo, ça peut devenir plus intéressant. Donc à voir si dans ce deck-là, ce type de deck-là, vert rouge action, il pourrait avoir son utilité. On pourrait imaginer orienter le vert rouge action un peu plus discard pour profiter beaucoup plus du Robin des Bois, en empêchant l'adversaire d'avoir trop de cartes en main et en le redressant avec la Lilo. Enfin bref, moi ça me plaît beaucoup cette carte. Bon, évidemment, elle n'est pas forcément super puissante maintenant à l'heure actuelle dans la méta actuelle, mais pour moi, forcément à un moment donné cette carte va devenir très forte. Alors faut espérer qu'elle le sera avant qu'elle rotationne, avant le 7 je sais plus combien, le 7-12, sinon elle n'aura jamais vu de jeu, mais je pense quand même que cette carte fera parler d'elle à un moment ou l'autre de l'Orcana. Et voilà, c'est une carte qui est plutôt jolie. Sa version enchantée est évidemment très très belle. On passe au top 6 avec une carte pareille qui n'est pas très forte actuellement, mais qui a un potentiel pour le devenir qui est tout simplement incroyable. C'est Ludwig von Drake, expert polyvalent pour 2 non ancrables, une 1-1 qui leur 1. Alors les stats sont moisies et en plus elle est
jaune, bleu, ambre, saphir, des couleurs qui malheureusement n'existent pas vraiment dans l'Orcana, mais par contre ses capacités elles sont vraiment très très solides. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main, choisissez une carte non personnage dont il se défausse, c'est tout simplement l'effet de la carte, il en faut peu pour être heureux, une carte qui est jouable et jouée. Et ensuite héritage durable, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc non seulement vous allez faire défausser la main, et non seulement il se recycle en encre une fois qu'il est mort, une fois qu'il est banni. Donc une carte très très intéressante dans un archétype qui peine à exister malheureusement, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement, mais qui pourrait évidemment devenir une pièce centrale du jaune bleu post-rotation pourquoi pas, ou alors au fil des sets s'il continue d'étoffer l'archétype comme ça. Pour moi c'est une très bonne carte. Comme ça en elle-même, cette carte-là n'a évidemment très peu de défauts, hormis évidemment sa bicolorité, mais heureusement sinon ça aurait été tout simplement infâme. En fait voilà, c'est ça moi que j'attendais des cartes bicolores, c'est qu'elles soient très puissantes, plus puissantes que la moyenne, et qu'elles rassemblent un petit peu les capacités, signatures un petit peu des couleurs dans lesquelles elles sont assignées. Là évidemment, il en faut peu pour être heureux, c'est une chanson très intéressante en jaune, et l'effet rampe c'est évidemment un effet très intéressant en bleu. Donc là en fait c'est le mix parfait de tout ça. Heureusement elle est non ancrable, heureusement elle est qu'un 1 et qu'elle est 1-1 et elle lorque pour 1, sinon ça aurait été vraiment abject. Mais voilà, c'est le genre de carte qui donne vraiment envie de tester des nouveaux archétypes, des nouvelles choses, et c'est exactement ce qu'on attend de l'Orcana maintenant, c'est qu'il propose un renouveau dans la méta. Donc je pense en tout cas que post-rotation cette carte sera très intéressante, et en tout cas elle donne clairement un boost de puissance à l'archétype jaune-bleu, donc à voir ce qu'on va pouvoir en faire avec. Mais voilà, carte extrêmement intéressante à voir du coup au fil des sets ce que ça pourrait devenir, mais elle mérite largement sa place dans le top 10 des cartes parce que tout simplement elle est trop forte. Top 5, une carte ambre, Lady, chienne de famille pour 3 ancrables, une 2-2, killer 2, des stats un peu pas très forte, 2-2, c'est pas forcément très fort, mais par contre son effet est très intéressant. Quelqu'un dont on doit s'occuper, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Tout simplement ça va vous permettre au tour 3 de poser une 2-2 killer 2 accompagné d'un autre personnage qui va l'aurer. On pense potentiellement à des Daisy, pourquoi pas à des Piglets, même si forcément Porcinet, si on l'a joué tour 2 et qu'on joue une Lady tour 3, ça va être très facile d'atteindre les conditions pour que Porcinet l'ore beaucoup plus fort. Donc pour moi c'est une carte qui est très très forte. En plus elle est jaune, donc elle n'est pas bicolore. Vous verrez plus tard qu'il y a une autre Lady qui elle est bicolore, qui est je trouve très très forte, mais elle a l'avantage de ne pas être cantonnée à une bicolorité. Elle peut évidemment être jouée dans d'autres archétypes. Je crois que c'est Boba qui en a parlé, mais dans l'archétype jaune-gris avec Prof, ça peut évidemment être très très fort. Vous jouez Lady, vous jouez Prof gratuitement, vous piochez 2 cartes parce que vous vous êtes vidé la main en jouant énormément de cartes très très rapidement. C'est sûr que dans ces combos là c'est tout simplement monstrueux. Une carte donc très intéressante, elle lord 2, c'est quand même une chose intéressante. Puis voilà, ça va vous permettre de pour 3 jouer 2 personnages. Carte vraiment super sympa, hâte de voir ce qu'elle va donner évidemment dans la méta du 7-8 et post-rotation évidemment. Top 4, plan désespéré, une action en gris pour 3 non ancrables. Si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Sinon, défaussez n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Que dire de plus? Juste en lisant la carte, on se rend compte que c'est complètement pété, puisque si vous avez plus de cartes en main, vous allez piocher 3. Pour 3, c'est beaucoup. C'est un peu comme un Prof, mais qui vous fait piocher 3. Qui met pas de body sur le board malheureusement, mais tant mieux parce que son deuxième effet c'est vraiment trop fort. Défausser n'importe quel nombre de cartes et piochez-en autant. Si vous avez des cartes qui vous plaisent pas dans votre main, vous allez pouvoir les défausser pour en piocher autant. Enfin bref, en termes de quality
Advantage, c'est tout simplement monstrueux. Cette carte va vous permettre d'aller chercher vraiment tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez avoir. Et si jamais vous aviez le malheur de la top decker en n'ayant rien du tout, et ben paf, vous la jouez, vous piochez 3 cartes et on n'en parle plus. Alors évidemment, le seul moment où elle n'est pas très forte, c'est si vous avez 2 cartes en main, une carte non ancrable que vous ne pouvez pas vous débarrasser et plan désespéré. Là, si vous la jouez, forcément, vous allez devoir défausser une carte pour ensuite en piocher une. C'est évidemment un peu moins fort, quoique ça peut éventuellement vous permettre d'aller creuser un petit peu dans votre deck, de vous débarrasser d'une carte qui vous colle au doigt pour en piocher une autre. Ça peut débloquer la situation, mais c'est le seul moment où elle pourrait évidemment être un peu moins forte. Dans quel archétype est-ce que c'est jouable? Eh ben, étant donné qu'elle est juste grise, ça lui donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilité à être incluse dans plein de decks. Dans le violet-gris, ça peut être très fort, d'autant plus que dans le violet-gris, vous avez le nouveau Jafar. Si vous vous défaussez d'une carte et que c'est une illusion, vous pouvez la jouer gratuitement. Donc le plan désespéré pourrait évidemment devenir pas si désespéré que ça, mais plutôt très très fort. Après, ce rêve bleu, ça peut être très intéressant si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez et que vous voulez vraiment réussir. Par exemple, je pense au Jafar gris-violet. Vous chantez ce rêve bleu avec votre Jafar, vous avez un Robin qui est redressé. Vous ne trouvez pas de deuxième ce rêve bleu, mais vous avez quand même plan désespéré. Paf, plan désespéré, vous défaussez 7 cartes, vous en piochez 7 de plus. Déjà, ça proc Jafar 2 fois, évidemment, et puis en plus, ça peut vous permettre de brasser jusqu'à 14 cartes pour trouver la carte qu'il vous faut, donc une manière très puissante de creuser dans votre deck. Le fait que vous puissiez défausser un nombre de cartes que vous choisissez, ça la rend forcément d'autant plus forte, puisque si vous avez trouvé des bonnes cartes, mais que vous en voulez plus, vous pouvez jouer plan désespéré pour vraiment nettoyer votre main et faire un quality advantage vraiment très très puissant. Donc bref, une carte qui pour sûr va être jouée avant et après la rotation. Reste à voir dans quel deck elle va s'insérer. Moi je la vois bien aussi, pourquoi pas dans un rouge-gris qui pourrait avoir on l'a vu, hein, ça a un peu de mal à piocher, c'est obligé de résoudre un rêve bleu pour ensuite devenir intéressant. Là avec plan désespéré, ça peut devenir beaucoup plus viable, ça peut devenir bien plus intéressant. Évidemment, la contrepartie, c'est que c'est une carte non ancrable, donc attention toujours à votre taux de non ancrable. Si vous embarquez 4 plans désespérés, il vous reste un peu moins de spots non ancrable pour le reste du deck, mais voilà, c'est une carte qui mérite en tout cas d'être jouée et qui sera jouée à coup sûr et qui va forcément trouver sa place dans pas mal de decks à base de gris et voilà, une carte très très intéressante. On atteint le top 3, les 3 meilleures cartes selon moi du 7-8, le règne de Jafar, avec Lady Chienne décidée pour 1 ancrable, une 0-3 qui leur 1. Évidemment, on pense tout de suite au Chernadog, on jouait une Lady qui était non ancrable et qui n'était pas forcément très très forte, même si elle pouvait être intéressante si vous jouiez ensuite des clochards. Là, vous avez une Lady, je pense, beaucoup plus puissante, qui est en plus ancrable, qui est 0-3, mais qui a 2 capacités plutôt cool. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne +1 pour le reste de ce tour. On l'a vu, le clochard, quand il arrive en jeu dans le Chernadog, il permet de booster l'attaque d'un personnage. C'est évidemment très fort pour aller faire les trades que vous vouliez et vraiment vous installer de manière durable sur le board. Là, la Lady, elle fait aussi ça d'une manière pas aussi puissante que le clochard, mais voilà, si vous jouez plein de personnages, ça va quand même devenir intéressant. Et surtout, tant que ce personnage a 3 d'attaque ou plus, il gagne plus de l'or, donc elle va l'orer à 3 si vous arrivez à jouer 3 personnages par tour ou que vous jouez un petit peu de soutien. Je pense à une carte qu'on n'a pas trop vue pendant le 7-7, mais que j'avais bien aimé découvrir. En tout cas, c'est la Perla, une carte jaune-verte qui est insaisissable et soutien. Je pense que ça peut faire un très très bon combo avec la Lady, puisque vous allez pouvoir lui donner soutien. Et elle va pouvoir l'orer pour 3 et votre Perla, elle, est hors d'atteinte. Soutien, je pense que c'est un mot-clé qui va devenir de plus en plus fort. Enfin, à voir avec la rotation, parce qu'il y a quand même pas mal de soutiens qui vont partir à la rotation, sauf si certains sont réédités, évidemment. Mais voilà, donc une carte qui va s'insérer dans un archétype
qui s'est fait une place dans la méta, qui est devenu même assez impressionnant et assez menaçant. Là, je pense qu'avec les ajouts qui va bénéficier lors de ce 7-8, je pense qu'on n'a pas fini d'affronter du Charnadog, et tant mieux, ça fait du bien après avoir affronté beaucoup trop de rouge-bleu, beaucoup trop de rouge-violet, beaucoup trop de Silsong. Si on a un deck aggro qui prend vraiment une place importante, ça va faire ce fameux triptyque qui est sain dans un TCG, à savoir un deck aggro, un deck mid-range et un deck contrôle, sachant que le deck aggro, en gros c'est un système de pool renard vipère, chaque deck perd contre un des autres et est dominant contre un des autres du triptyque. Donc évidemment, si la méta arrive à mettre en place ce genre de sainte trinité, et ça fait une méta saine puisque tout est à peu près jouable. Donc voilà, la Lady vient renforcer un archétype qui était manquant à Lorcana et c'est très bien. On s'en félicite évidemment. Top 2, une chanson en violet et bleu. Pour 3 ancrables dans un autre monde, choisissez un personnage épuisé et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire, face cachée et épuisé. C'est pas sans nous rappeler Libéré délivré, la chanson du set 1 pour 5 ancrables qui fait exactement pareil, sauf que le personnage n'a pas besoin d'être épuisé. C'était très fort, c'était joué évidemment dans beaucoup de decks un peu contrôle. Là c'est pour 3, la seule contrepartie c'est qu'il faut que le personnage soit épuisé, sauf que entre temps on a gagné la belle bleue qui peut chanter ça, et elle arrive tour 1 si vous avez réussi à trouver une glace à l'eau, et là ça devient tout simplement plus la même mayonnaise, puisque dès le tour 2 vous pouvez tout simplement aller mettre en encre une carte adverse. Alors oui, ça peut aider l'adversaire si jamais l'adversaire veut ramper. Enfin, en gros, ça va faire ramper l'adversaire dans les tours où il a envie de ramper en début de partie. Mais voilà, contre un match-up aggro, l'adversaire va vouloir partir à l'aventure tout le temps. Vous allez pouvoir le freiner. Alors oui, on peut se dire, voilà, ce côté, il faut incliner un personnage, ça peut être un défaut. Sauf que, on le sait, hein, dans l'Orcana, il faut incliner des persos pour pouvoir gagner la partie. Donc forcément, à un moment ou l'autre, l'adversaire va incliner ses personnages. Et puis, si jamais vous avez vraiment envie de pousser le vice, vous pouvez utiliser toute la mécanique violette-bleu, Anna, Elsa, qui permet d'épuiser vous-même les personnages et donc de choisir vos cibles un peu plus facilement. Je pense que c'est vraiment une carte qui est très très forte. Le Blurple, on l'a vu sur le 7-8, sur le 7-7, pardon, il monte en puissance, il est devenu un deck méta qui peut largement gagner des 7 championships. Peut-être un petit peu limite pour la compétition plus au-dessus, les DLC ou les Worlds, mais je pense naturellement qu'avec ce genre de carte qui intègre le paquet, nul doute que le deck gagne en puissance et en polyvalence, puisque là vous allez pouvoir maintenant facilement gérer des match-up un peu plus aggro. Vous allez facilement pouvoir vous débarrasser de certaines cartes qui vous embêtaient. Heureusement, elle est cantonnée au violet et au bleu, sinon ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, une carte qui est très très intéressante, très bien designée, et avec la belle, ça va vraiment être très très impressionnant. Enfin, en tout cas, il va falloir faire attention quand on joue contre Blurple. Maintenant, c'est qu'on sait que le contrôle va arriver très tôt. Avant, il y avait la belle globalement qui pouvait venir défier vos personnages, mais ça pouvait être un peu lent. Ça pouvait l'embêter de sacrifier un personnage. Maintenant, la belle, elle va pouvoir chanter Mes amis de l'au-delà, elle va pouvoir chanter Dans un autre monde. Ça commence à faire beaucoup de chansons pour une carte qui est déjà très très forte en elle-même. Donc voilà, une carte qui atteint facilement le top 2 des meilleures cartes du set, pour moi en tout cas. Enfin, le top 10 c'est sûr, je pense, dans n'importe quel top que vous pourriez voir sur internet. Je pense qu'elle atteint tout le temps le top 10, parce que évidemment c'est vraiment trop trop fort. Et en top 1, la meilleure carte pour moi du set, le règne de Jafar, c'est encore une carte qui va s'intégrer dans le Charnadog. C'est le clochard voyou élégant, une 2-8 pour 6 ancrable killer 2 qui s'altère pour 4, et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Celle-là, elle est tout simplement trop forte, très très forte. Est-ce qu'elle est trop forte? Non. Est-ce qu'elle est vraiment très forte? Oui. Est-ce qu'elle va rendre un archétype très fort et très intéressant à jouer? Évidemment que oui. Ça rentre évidemment dans le Charnadog, je l'ai déjà dit. Elle a l'avantage de s'auto-recycler, elle a l'avantage d'avoir des très bonnes cibles à alter, le petit clochard qui coûte 2, qui est joué dans les Charnadog et qui est très intéressant déjà. Elle l'or pour 2, si jamais l'adversaire vous bannit ce personnage en premier, et pas de panique, elle se recycle, puisque vous allez pouvoir piocher lorsque ce personnage sera banni.
Bon, évidemment, si vous l'avez altéré sur votre petit clochard, vous allez perdre 2 cartes et en piocher une, mais ça reste très très fort quoi qu'il arrive. Si l'adversaire n'arrive pas à le trade et qu'il est obligé de gérer le board qu'il y a autour, et ben c'est bankable pour vous, c'est tout simplement très très bien, vous allez piocher beaucoup. Si l'adversaire fait un soyez prête et elle arrive le tour avant un soyez prête, que demander de plus? Et ben ça va être là aussi très très fort puisque vous allez piocher beaucoup de cartes. En gros, on était obligé de jouer réponse dans les decks Charnadog pour avoir un petit peu de pioche. Maintenant, on pourrait presque s'en passer, à voir si on peut s'en passer tout court et pouvoir aussi se passer des 0-4 qu'on jouait principalement pour avoir des supports à réponse assez intéressants. Là, on peut imaginer en tout cas ne plus jouer réponse, ne plus jouer ces petites 0-4 et jouer plutôt d'autres cartes qui ont des effets plus impactants sur la game. Pourquoi pas jouer plus de cartes à 1 ou 2 pour pourquoi pas intégrer les Perdita. Moi je suis un grand fan de Perdita, donc ça pourrait être évidemment intéressant. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Intégrer évidemment la Lady Alter qui permet d'aller récupérer des cartes qui coûtent 2 ou moins. Donc pourquoi pas se débarrasser un petit peu de ce package réponse plus les petites cartes 0-4 qui bon, sont sympas parce qu'elles collent au board et elles permettent d'activer réponse. Mais en contrepartie ils font pas grand chose, même si les 0-4 avec le petit clochard c'était très intéressant puisque vous pouviez les booster et aller prendre des trades, en plus les soigner avec réponse. Donc bref, c'était une très bonne boucle. Peut-être qu'on se débarrassera pas du tout de réponse et qu'on le gardera pour vraiment s'assurer une énorme capacité de pioche, mais voilà, c'est le genre de carte en tout cas qui post-rotation en tout cas permettront au deck jaune-vert de continuer d'être viable même sans la réponse, et ça c'est très très bien. Bon, c'est évidemment pas si réponse sera rééditée ou non, mais dans l'idée où elle n'est pas rééditée et où le jaune-vert veut continuer d'exister, le clochard évidemment permettra ceci très facilement. Voilà pour mon top 10, n'hésitez pas évidemment à interagir dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous êtes d'accord, si jamais il y a des cartes que vous auriez placées plus haut, plus bas ou que vous auriez placées dans le top 10. Ce sera évidemment avec un plaisir que je lirai tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!